Commençons ce module par une petite histoire, une fable, si vous voulez. Imaginez deux jeunes poissons qui nagent tranquillement dans l'océan. Ils croisent un vieux poisson qui nage en sens inverse, le vieux poisson leur fait un signe de la nageoire et leur lance « Salut les jeunes, l'eau est bonne aujourd'hui ?» Les deux jeunes continuent de nager un moment en silence. Puis, soudain, l'un regarde l'autre et demande « Dis-moi, c'est quoi l'eau ?» Cette histoire, rendue célèbre par l'écrivain David Foster Wallace, résume parfaitement le concept que nous allons explorer aujourd'hui. Les paradigmes sont l'eau dans laquelle nous nageons. Ils sont partout autour de nous. Ils nous soutiennent, ils nous enveloppent, ils définissent notre réalité et pourtant, nous ne savons même pas qu'ils existent. Bienvenue dans la première vidéo de ce module psychologique. Aujourd'hui, nous allons rendre l'invisible visible. Nous allons définir ce qu'est un paradigme, comprendre comment il peut vous rendre aveugle et surtout, nous allons voir à quel point il peut être dangereux de s'attaquer à un paradigme établi à travers l'une des histoires les plus tragiques et les plus instructives de l'histoire des sciences. 1. Qu'est-ce qu'un paradigme ? Les lunettes rouges. Le mot paradigme est souvent utilisé à tort et à travers dans le monde du business. Changement de paradigme, nouveau paradigme, c'est devenu du jargon. Mais sa définition réelle est précise et puissante. Un paradigme, c'est une carte mentale. C'est un ensemble de règles, de croyances et d'hypothèses que nous acceptons comme des vérités absolues sans même les remettre en question. C'est le filtre à travers lequel notre cerveau traite l'information. Imaginez que vous portiez, depuis votre naissance, des lunettes au verre teinté en rouge. Vous ne les avez jamais enlevées. Vous ne savez même pas que vous portez des lunettes. Si je vous montre une feuille de papier blanche, vous allez me dire, avec une sincérité absolue, « Cette feuille est rouge ». Si je vous dis « Non, elle est blanche », vous allez penser que je suis fou ou menteur. Votre paradigme, les lunettes rouges, ne change pas seulement ce que vous pensez, il change ce que vous voyez. Pourquoi notre cerveau fonctionne-t-il ainsi ? Pour survivre. Le monde est trop complexe, il y a trop d'informations, trop de détails. Si nous devions analyser chaque situation comme si c'était la première fois, nous serions paralysés. Notre cerveau crée donc des modèles pour filtrer. Si je lâche un objet, il tombe. Paradigme de la gravité. Pour gagner de l'argent, il faut travailler dur. Paradigme économique. Les clients veulent des produits moins chers. Paradigme commercial. Le problème, c'est que le paradigme fonctionne comme un gardien de club très sélectif. Si une information arrive et qu'elle correspond à votre paradigme, une feuille rouge, le cerveau la laisse entrer. Ah, tu vois, j'avais raison. Mais si une information arrive et qu'elle contredit votre paradigme, une feuille verte, le cerveau a une réaction de défense. Il la rejette, il la déforme, il l'ignore. On appelle ça de la cécité paradigmatique. Et c'est là que réside le danger pour l'entrepreneur. L'innovation, par définition, se trouve hors du paradigme actuel. Si vos lunettes vous empêchent de voir la réalité telle qu'elle est, vous allez rater l'opportunité. Ou pire, vous allez vous battre contre la vérité. 2. L'affaire Semmelweis, quand le paradigme tue. Pour comprendre la violence avec laquelle un paradigme se défend, nous devons voyager dans le temps. Nous sommes à Vienne, en Autriche. Nous sommes en 1846. L'hôpital général de Vienne est l'un des plus modernes et les plus prestigieux du monde. Dans cet hôpital, il y a 2 cliniques d'obstétrique, là où les femmes accouchent. Ces 2 cliniques sont identiques. Mêmes équipements, même chauffage, même administration. La seule différence, c'est le personnel. La première clinique est gérée par des médecins et des étudiants en médecine. La seconde clinique est gérée par des sages-femmes. Mais il y a une autre différence, une différence terrifiante. Dans la première clinique, celle des médecins, les femmes meurent en masse. Elles meurent de ce qu'on appelle la fièvre puerpérale. Les taux de mortalité atteignent 10%, parfois 30%. Une femme sur 3 ne ressort pas vivante. C'est une hécatombe. Les femmes de Vienne le savent, elles supplient à genoux en pleurant pour ne pas être admises dans la première clinique. Certaines préfèrent accoucher dans la rue plutôt qu'y entrer. Dans la seconde clinique, celle des sages-femmes, le taux de mortalité est bas, autour de 2-3%. C'est normal pour l'époque. Un jeune médecin hongrois, nommé Ignaz Semmelweis, est nommé assistant dans la première clinique. Il est hanté par cette horreur. Il ne peut pas supporter les cris des mourantes. Il ne peut pas accepter que la fatalité tue autant. Il décide d'enquêter. Il veut comprendre pourquoi on meurt chez les médecins et pas chez les sages-femmes. Il teste tout, il compare tout. Est-ce l'aération ? Non, c'est la même. Est-ce le régime alimentaire ? Non, c'est le même. Est-ce la position lors de l'accouchement ? Il fait changer les positions, rien ne change. Il va même jusqu'à penser que c'est psychologique. Le prêtre qui venait donner les derniers sacrements passait dans la première clinique en faisant sonner sa clochette. Semmelweis pense que cela effraie les patientes et les tue de peur. Il fait taire la clochette. Les femmes continuent de mourir. Et puis, un accident se produit. Un de ses collègues, un professeur, se blesse au doigt avec un scalpel lors d'une autopsie. Quelques jours plus tard, il meurt, et ses symptômes sont exactement les mêmes que ceux des femmes qui meurent de fièvre puerpérale. Semmelweis a une illumination, un éclair de génie. À l'époque, les médecins commençaient leur journée par des travaux de dissection sur des cadavres à la morgue. C'était la science, il fallait apprendre l'anatomie.
Ensuite, sans se laver les mains ou très sommairement, ils montaient à l'étage pour accoucher les femmes. Les sages-femmes, elles, ne faisaient pas d'autopsie. Semmelweis formule une hypothèse révolutionnaire. Les médecins transportent sur leurs mains des particules cadavériques invisibles qu'ils transmettent aux femmes lors de l'accouchement, provoquant l'infection mortelle. Rappelez-vous, nous sommes avant Pasteur, les microbes et les bactéries ne sont pas encore connus. Il décide de tester son hypothèse. Il impose une règle stricte, quasi tyrannique. Avant d'entrer dans la salle d'accouchement, chaque médecin doit se laver les mains avec une solution de chlorure de chaux, de la javel, jusqu'à ce que l'odeur de cadavre disparaisse. Le résultat est foudroyant, historique. En quelques semaines, le taux de mortalité dans la première clinique chute de 18% à 1%. Les femmes arrêtent de mourir. 0 mort pendant certains mois. Semmelweis a vaincu la mort, il a trouvé la solution, il a les datas, il a la preuve irréfutable. L'histoire devrait s'arrêter là. Semmelweis devrait être célébré comme un héros et la méthode adoptée partout dans le monde. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé est l'essence du problème des paradigmes. Semmelweis a été rejeté, ridiculisé, haï et enfin chassé. Pourquoi ? Comment des médecins, des hommes de science, dont le métier est de sauver des vies, ont pu rejeter une solution qui sauvait des vies ? Preuves à l'appui. Parce que la vérité de Semmelweis attaquait leur paradigme fondamental. Le paradigme médical de l'époque reposait sur la théorie des miasmes. Les mauvaises odeurs dans l'air causent les maladies. L'idée que la maladie puisse être transmise par contact physique invisible était impensable. Mais surtout, cela attaquait leur identité. Les médecins étaient des gentlemen. Dans la société viennoise du 19e siècle, un gentleman a les mains propres. L'idée même qu'un médecin, un donneur de vie puisse être un vecteur de mort, que ses mains soient sales, était une insulte insupportable. Un célèbre obstétricien de l'époque a déclaré « Monsieur, les mains d'un médecin ne peuvent pas causer de maladie, car un médecin est là pour soigner. » Leur cerveau ne pouvait pas accepter l'information. Si Semmelweis a raison, cela veut dire que nous sommes des assassins involontaires depuis des années. La dissonance cognitive était trop forte. La douleur psychologique d'admettre l'erreur était insupportable. Alors, pour protéger leur ego et leur vision du monde, ils ont préféré nier la réalité. Ils ont dit que les statistiques de Semmelweis étaient faussées. Ils ont arrêté de se laver les mains. Et les femmes ont recommencé à mourir. Semmelweis, lui, est devenu fou de rage et de désespoir. Il a été licencié de l'hôpital. Il a fini sa vie dans un asile psychiatrique où il est mort, ironie du sort, d'une infection suite à une blessure au doigt. Il a fallu attendre 20 ans et les travaux de Pasteur pour que le monde reconnaisse qu'il avait raison. 3. Le réflexe Semmelweis dans le business. Cette histoire tragique a donné naissance à un concept, le réflexe Semmelweis. C'est la tendance automatique à rejeter de nouvelles connaissances car elle contredit les normes établies. Et croyez-moi, ce réflexe est vivant, très vivant dans le monde de l'entreprise aujourd'hui. Combien de fois avez-vous entendu « ça ne marchera jamais, on a toujours fait autrement. Les clients ne voudront jamais payer pour ça. C'est impossible techniquement. » Ce sont des médecins viennois qui parlent, ce sont des gens prisonniers de leur paradigme. Dans les années 90, le paradigme était « personne ne mettra sa carte bancaire sur Internet, c'est trop dangereux ». Amazon a prouvé le contraire. Dans les années 2000, le paradigme de l'industrie musicale était « on ne peut pas concurrencer le piratage, il faut vendre des CD ». Spotify a prouvé le contraire en vendant l'accès plutôt que la possession. Dans les années 2010, le paradigme automobile était « la voiture électrique est un jouet de golf, on ne peut pas faire de longs trajets ni la rendre sexy ». Tesla a prouvé le contraire. L'entrepreneur, le vrai, c'est Semmelweis, mais un Semmelweis qui réussit. C'est celui qui voit une vérité que les autres refusent de voir. C'est celui qui ose dire « peut-être que ce que nous croyons tous est faux ». Mais attention, le danger ne vient pas seulement des autres, les experts, les concurrents, les banquiers. Le danger vient de vous. Vous aussi, vous avez vos paradigmes. Vous aussi, vous portez des lunettes rouges. Peut-être que vous croyez dur comme fer que « il faut un produit parfait avant de lancer ». C'est un paradigme. Peut-être que vous croyez que, pour vendre, il faut être un requin agressif. C'est un paradigme. Peut-être que vous croyez que « je ne suis pas capable d'apprendre la tech ». C'est un paradigme. Si vous ne faites pas l'effort conscient d'enlever ces lunettes, vous allez passer à côté de votre propre révolution. Vous allez rejeter les données qui pourraient sauver votre entreprise simplement parce qu'elles ne collent pas à votre vision du monde. Alors comment fait-on pour ne pas finir comme les médecins de Vienne ? Comment fait-on pour détecter nos propres angles morts ? C'est là que nous avons besoin de comprendre les mécanismes subtils que notre cerveau utilise pour nous tromper. Le premier de ces mécanismes, le chef de bande, c'est celui qui filtre tout ce que vous voyez pour vous donner raison, même quand vous avez tort. C'est le biais de confirmation. Et c'est lui que nous allons traquer dans la prochaine vidéo.